heureux de vous retrouver encore une fois dans ce débat, cette seconde session de débat du Vendredi Jeunesse, dans lequel nous allons traiter un peu de la question des jeunes et leur participation au développement. Que ce soit la dernière fois, la première session, nous avons parlé de la place des jeunes dans la politique publique au Maroc. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le continent africain dans son ensemble. Bien entendu, nous allons discuter du Maroc également. Pour ce faire, j'ai avec moi un très cher ami, l'un des idoles, l'une des icônes de la jeunesse marocaine, des jeunes les plus dynamiques, ayant participé à plusieurs, je dirais, missions diplomatiques de haut niveau, ayant réussi à tracer son chemin au niveau de la diplomatie marocaine, surtout au niveau des instances législatives. Il a été conseiller du président de la Commission des affaires étrangères au sein de la Chambre des représentants à un certain moment. Et aujourd'hui, il nous représente au sein d'une des institutions les plus importantes au niveau africain, le Parlement panafricain. Monsieur Driss Aloui Briti, bonjour. Bonjour. Bonjour, Mehdi. Donc, je rappelle que Monsieur Driss nous fait aujourd'hui un grand sacrifice, puisque sa voix l'a lâché aujourd'hui, mais quand même, il a insisté à participer avec nous à ce débat. Donc, nous allons un peu vous ménager, Sidris, pour ne pas trop aggraver la situation. Donc, Sidris, tout d'abord, bonjour, Ramadan Moubarak Saïd. Comment ça se passe en Afrique du Sud, avant de commencer? Oui, ça se passe très bien, mais on est gâté en fait par la nature. On est en plein hiver, du coup, on tombe malade, mais on a aussi Maroc, c'est en Afrique du Sud. Donc, donc pour Ramadan, c'est parfait. Et j'ai une Donc, pensée pour tous ceux qui le jeûnent l'hémisphère nord. exactement. Donc, nous sommes pas gâtés, nous avons bien sûr beaucoup d'heures à faire. Mais, Cédric, avant de commencer notre débat qui va porter sur l'Afrique et la jeunesse africaine, sa participation au développement, l'ouverture des États africains pour le partenariat des jeunesses avec la jeunesse et les jeunes, etc. J'aimerais bien tout d'abord que vous nous parliez un peu parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur ce point, le Parlement panafricain. Qu'est-ce que c'est qu'exactement le Parlement panafricain? C'est une très bonne question parce que c'est une institution qui est assez méconnue en Afrique, alors qu'elle devrait être connue. Alors, le Parlement panafricain, c'est un organe de l'Union africaine, déjà. Donc, c'est l'organe législatif de l'Union africaine. Alors, il regroupe 5 députés de chaque pays représentés ou délégation représentés au sein du Parlement de l'Union africaine. Donc, on a à peu près 5 députés par pays. L'idée du Parlement panafricain, à la base, c'est un organe consultatif. Donc, l'idée, c'est que on fait des recommandations qui sont ensuite traitées par la Commission de l'Union et par le bureau exécutif de l'Union, le bureau des présidents, ou la conférence des présidents de l'Union. Donc là, c'est le premier point. Deuxième point, aujourd'hui, depuis à peu près 2-3 ans, le Parlement panafricain a commencé à faire sa mue. Il grandit. Le besoin d'une Afrique des peuples, j'ai envie de dire, se ressent au niveau de l'Union africaine. L'intégration africaine, il y a une conscience qui est en train d'être prise, qu'elle ne pourra se faire sans les peuples africains, sans faire adhérer les peuples africains au leadership des leaders. Donc, à la conscience africaine, elle est en train de se construire autour du Parlement panafricain. Donc, pour ce faire, le statut d'organe consultatif n'est plus suffisant, j'ai envie de dire. On est en train donc de se transformer en un organe législatif, à proprement parler. Donc, comment? Il y a un traité, le traité de Malabo, qui institue donc le Parlement panafricain, qui lui confère des pouvoirs législatifs, qui est en train d'être mis en place. Okay. Il a été voté déjà par un certain nombre de pays. Je pense que le Maroc aussi l'a voté. Le Maroc aussi l'a voté. Je ne sais pas si le Maroc a déposé les instruments. Non, je ne suis pas sûr de cette information en fait.
mais il a en tout cas, il a été voté au Parlement. Donc, on est en train d'attendre la suite. Donc, à partir du moment où une majorité de pays africains, à savoir 28, l'aura voté, il rentrera en œuvre. En vigueur. D'accord. Donc, En vigueur. voilà, l'idée, c'est l'institution législative, la législative africaine n'est pas encore mise en point pour être la sœur ou je dirais la cousine du Parlement européen, parce qu'on m'a posé cette question et j'y ai Non, répondu justement que voilà, c'est loin d'être acquis. C'est c'est un très simple, loin. voilà, Alors, c'est le je Conseil vais économique et social compléter. marocain. C'est même pas ça, en fait. Ce n'est même pas ça, j'ai envie de dire. Mais disons qu'il y a la dichotomie, mais l'Afrique est un continent de paradoxes. On y reviendra. Il y a une dichotomie entre le fait que c'est un, c'est un organe plein, c'est un organe plein qui a un siège, qui a des commissions, qui a des sessions régulières, etc. Donc qui pratique Mhm, ses attributions et en même temps qui manque affreusement de moyens. Par mhm, exemple, dernièrement, bon, parce que tu parles de l'Union européenne, on en est encore très loin. Je suis parti dernièrement, j'étais en déplacement à Strasbourg et donc j'y étais. En termes de moyens, j'ai envie de dire que c'est le, énorme, que c'est le ciel et la terre, ça n'a rien à voir. exactement. Ça n'a rien à voir pour te dire, pour donner un ordre d'idée aux gens qui nous suivent. Au Parlement panafricain, on est 74 Mhm, entre cadres et agents. On est 74 staff au sein mhm. du. Ce n'est rien du tout par rapport à l'ambition que porte ce Parlement pour l'Afrique et pour l'Union africaine en particulier. D'accord. Non, c'est vrai que nous sommes loin de l'intégration européenne, de cet objet politique non identifié en Europe. Mais quand même, nous sommes dans la bonne dynamique. Déjà, d'avoir cette institution en place, c'est déjà très intéressant. Donc, Monsieur Driss, on va commencer plus ou moins notre sujet. Donc, comme les participants ont pu déjà voir lors des 3 sessions précédentes, c'est pas une session de questions-réponses, c'est beaucoup plus une sorte de débat, d'idées, d'échanges sur lequel nous allons discuter progressivement pendant presque une heure. Donc, personnellement, lorsqu'on aborde la question de la jeunesse, et j'avais bien cité renforcement des jeunes dans le titre, renforcement des jeunes, opportunités pour l'Afrique, le titre lui-même n'est pas né d'ex nihilo, c'est-à-dire qu'il résulte d'une réflexion que j'avais mise en place, que j'avais adoptée plusieurs années déjà lors des différentes missions que j'ai effectuées en Afrique. Et j'ai constaté que il y a vraiment un malaise dans le traitement de la question des jeunes en Afrique. En fait, l'Afrique constitue le continent qui dispose de plus de jeunes, c'est-à-dire une population jeunesse très grande. On parle de 200 millions de jeunes ayant atteint l'âge de 24 ans et 400 millions de personnes à l'âge de 35 ans, qui sera doublé probablement en 2045. Donc, ce chiffre-là, plusieurs rapports africains, expertise, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Commission économique africaine, Parlement des différents États africains, ont adopté une vision, je dirais une approche, considérant cette population jeunesse en Afrique comme une sorte de bombe à retardement. Cette bombe à retardement est de plus en plus proche d'une explosion en raison du chômage, en raison du manque de l'éducation, en raison de participation des jeunes dans les différentes guerres et violences civiles, la migration aussi, qui est un élément très important à prendre en considération. Personnellement, en analysant ceci, en participant à différentes expertises dans le domaine, j'ai toujours évité de parler de cette bombe à retardement. Je prends beaucoup plus l'approche de l'opportunité. Regardez la population jeunesse en Afrique beaucoup plus comme une opportunité qu'une véritable bombe à retardement. Qu'est-ce que vous pensez de ça, M. Pliss? Alors, bon, c'est un très bon sujet. Et c'est vrai qu'il peut être sujet à plusieurs lectures. Alors, au niveau du Parlement panafricain, on avait travaillé dessus pendant un an. Dans la première année au pape, on avait travaillé sur la question de la jeunesse. Et c'est autant une bombe à retardement, tu as parfaitement raison, que c'est une rente possible.
Et donc, c'est une opportunité énorme pour le continent africain. Quand je dis une rente, c'est une rente pour l'Afrique. Et j'avais justement à travailler sur ce sujet où je m'étais posé la question, en fait, est-ce que de la jeunesse aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la plus grande richesse finalement qu'a le continent? Parce que quand on revient à l'histoire et quand on étudie un peu l'histoire, les 30 glorieuses, c'est les baby boomers. Donc, les plus belles années de l'Europe, c'est les baby boomers. C'est au moment où l'Europe avait le plus de jeunes. Pareil aux États-Unis, pareil un peu partout. L'ère Meiji, on peut revenir 3-4 siècles en arrière. L'ère Meiji, c'était ça, ça s'est basé sur la jeunesse. À partir de l'empereur qui était jeune et en revenant au peuple qui était très jeune à l'époque. Donc, la donnée démographique, elle peut être une arme à double tranchant. Elle peut être une bombe à retardement parce qu'effectivement, si les politiques publiques ne suivent pas et n'encouragent pas, on va droit dans le mur. Tout à l'heure, on en parlait avant de lancer le live. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, là où j'habite, on atteint les 50% de chômage. C'est un chiffre plus qu'alarmant. Et ça, c'est des chiffres officiels. C'est un chiffre plus qu'alarmant. En même temps, donc, en fait, il y a une musique qui doit se mettre en place entre, entre les politiques publiques et cette jeunesse-là. Qui plus est, à mon avis, et d'après moi, je suis un panafricaniste convaincu, et je crois en tout ce qui est multilatéral. Et je pense que sur ce domaine-là particulièrement, le multilatéral a son rôle à jouer pour coordonner tout ça. En Afrique, en fait, on n'est pas différent de l'Europe. On est très complémentaires quand on est ensemble. On est très isolé quand on est séparé. Et cette question de la jeunesse, tout particulièrement, c'est une question transversale. Elle touche tous les domaines. Quand on parle de migration en Afrique aujourd'hui, le Maroc, notre pays, est leader en termes de migration et de traitement de la question migratoire. Qui est-ce qui migre, en fait? C'est les jeunes. Qui est-ce qui se jette à la mer? C'est les jeunes. Et ce problème-là, il est commun à toute l'Afrique. Donc, cette question de la jeunesse, à mon avis, c'est une opportunité. Moi, de mon point de vue, c'est une opportunité. Et ça ne peut pas être, et on ne devrait pas l'autoriser à être un fardeau ou une bombe à retardement, comme tu l'as dit. Exactement. Je suis parfaitement d'accord avec toi dans le sens où il faut éviter cette vision sombriste, en quelque sorte, de l'avenir de la jeunesse européenne, parce qu'il faut impérativement faire en sorte que les jeunes participent en tant qu'acteurs de développement. Et justement, cette approche de jeunesse acteur de développement, est-ce que les États africains, vous avez bien parlé du multilatéralisme, donc le multilatéralisme en fait fonctionne en quelque sorte dans la mesure où l'Union africaine, instance la plus importante de la coopération interafricaine ou panafricaine, a élaboré un certain nombre d'instruments. La charte de la jeunesse africaine, l'agenda 2063 dont les principaux axes reflètent le développement de la jeunesse en Afrique. Il y a aussi ce qu'on appelle la, 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 la décennie jeunesse qui a commencé en 2009 et dont le bilan a été déposé en 2018, ainsi d'autres instruments. C'est vrai que ce sont des instruments très particuliers, c'est vrai qu'ils sont très intéressants, c'est vrai que beaucoup d'États membres africains ont adhéré à ce mécanisme multilatéral. Le problème se pose au niveau de leur transformation de bonnes déclarations politiques à des véritables actions, à un plan d'action pour la jeunesse. Je ne parle pas de la jeunesse africaine de manière générale, mais des États membres ou les États africains. Chaque État africain pris individuellement doit impérativement concrétiser cela à travers des plans d'action. Et c'est ça où le bas blesse. Tu me pousses dans mes retranchements tu me pousses dans les filets. Non, je suis parfaitement d'accord. Si on s'éloigne de la langue de bois, là encore, je reviendrai les paradoxes qui minent l'Afrique, mais pas uniquement la jeunesse. Et c'est triste. Pour moi, c'est le grand malheur de notre continent. C'est le grand malheur de notre continent. C'est qu'au niveau des déclarations d'intention, on est très doué. Je pense même qu'on peut être leader mondiaux assez facilement. Mais malheureusement, ça ne suit pas toujours. Et la question de la jeunesse, justement, je suis arrivé à un point
où je me suis dit qu'à un moment de l'histoire, on est à un moment de l'histoire où la jeunesse doit prendre en main son avenir. Je ne dis pas ce n'est pas à travers les troubles qu'elle doit prendre en main son avenir. Au contraire, elle finit de se condamner. Non, mais elle doit prendre en main son avenir en, en prenant l'initiative. On peut dire beaucoup de choses sur les États, mais les États, même quand c'est pas possible. Et on a une culture aussi, il faut aussi faire sa propre remise en question. On a aussi un défaitisme qui s'est installé en Afrique. Et quand j'en parle, je ne parle pas uniquement du Maroc, parce que les gens ils vont penser au Maroc, mais je parle de partout. J'ai eu la chance, ma petite et courte carrière, de voyager un peu en Afrique. Et finalement, les mêmes discours de jeunesse reviennent un peu partout. Les jeunes disent à peu près la même chose, alors en des langues différentes, de manière différente, mais au final, on se rend compte que les problèmes sont communs et que la base de ce problème, et là je parle en tant que militant, en tant que militant panafricaniste et que militant pour la jeunesse, le vrai problème en fait aujourd'hui, c'est que la jeunesse africaine manque d'espoir. Et la notion d'espoir, elle peut apparaître comme étant abstraite. Mais crois-moi, mon expérience sur le terrain, moi je pense que l'espoir, c'est ce qu'il y a de plus concret. Parce que l'espoir, c'est ce qui te permet demain de sortir de chez toi et d'aller chercher du travail. Et l'espoir, sans espoir, tu ne peux rien faire. Et l'espoir, il est intimement lié à la confiance. Et j'en arrive à mon deuxième point. Aujourd'hui, malheureusement, la confiance de la jeunesse africaine en l'Afrique est largement rompue. Alors les discours, ils sont bien beaux, on peut en dire, on peut les répéter. On peut même en créer de nouveaux. On peut les adapter. Mais on ne pourra jamais les concrétiser sans qu'il y ait un retour de la confiance. Alors pour moi, aujourd'hui, le premier chantier qu'il faut commencer, c'est celui de l'espoir et de la confiance. Et ils sont indissociables. Les deux sont indissociables. En tout cas au Maroc. Enfin, en Afrique, pardon. En Afrique, les deux sont indissociables. Exactement, tu as parfaitement raison, cher ami, parce que l'espoir crée le dynamisme. Le dynamisme permet de créer des objectifs à atteindre et des enjeux. Mais le problème ici, c'est que les États, il y a une grosse différence pour moi entre la responsabilité et le devoir de l'État et la responsabilité et le devoir des jeunes, c'est-à-dire du jeune pris individuellement. Parce que là, on parle d'une combinaison, en fait. L'État dispose des droits et des devoirs sur ces jeunes, et les jeunes disposent des droits et des devoirs sur l'État. Cette combinaison, ce paradoxe est très important parce que l'État essaie, le Maroc par exemple, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des leaders du développement au niveau africain grâce aux politiques mises en place par Sa Majesté le Roi, nous avons mis en place un certain nombre de projets ambitieux pour la jeunesse. L'esprit entrepreneurial, le renforcement, je dirais, des compétences, l'ouverture vers l'international. Donc, même la situation sanitaire, le Covid-19, a démontré que nous avons des talents et qu'il faut impérativement investir dans ces talents-là. Est-ce qu'au niveau africain, à part le Maroc qui est le leader, est-ce qu'au niveau africain et dans ton expérience dans le Parlement panafricain, les États africains ou la gouvernance, je dirais, de la politique des jeunes dans les États africains est susceptible d'atteindre ces objectifs-là? J'ai l'habitude. Je vais parler de l'exception marocaine. C'est un terme qui a été utilisé à plusieurs sauces et qui finalement, pour beaucoup, ne veut plus rien dire. Mais pour moi, l'exception marocaine dans ce domaine, elle est réelle. Moi, je dis souvent sur mon fil d'actualité Facebook qu'on ne se rend compte de la valeur des politiques menées au Maroc quand on sort du Maroc et qu'on part en Afrique. Et j'ai envie de te dire, oui, le Maroc, il a aujourd'hui des politiques d'encouragement de la jeunesse qui sont importantes et qui sont très, très pertinentes, surtout. Dans le reste de l'Afrique, j'essaie de réfléchir un peu, de voir ces modèles. Alors,
En fait, dans le reste de l'Afrique, dans plusieurs pays, notamment là, j'ai en tête certains pays d'Afrique de l'Ouest, en fait, ils sont encore loin de ces priorités-là. Il faut se dire, pour remettre les idées en place, que plusieurs États d'Afrique aujourd'hui sont encore dans la construction de l'État. Mhm. Donc, sont encore très loin de ce genre d'enjeux. Et c'est ça, Mhm. en fait, c'est un autre paradoxe de l'Afrique. C'est que moi, aujourd'hui, je vis en Afrique du Sud. C'est un pays qui passe pour être le pays le plus développé d'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en pleine chute économique et c'est visible. C'est visible ne serait-ce que dans la monnaie sud-africaine. Et donc, quand tu as une économie en crise, quelle place elle laisse aux jeunes? Aucune. Aucune. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, pour des raisons qui sont très simples, très terre à terre, sans aller chercher des mots énormes. Qui te de l'école, n'importe laquelle, même les meilleurs, ISKE, je ne sais pas. Quand il va chercher du boulot, qu'est-ce qu'on lui demande? L'expérience. Et un jeune, par définition, il manque d'expérience. Donc, quand on est en crise économique, on n'a pas de place pour toi. Le jeune, en fait, il prend le surplus de l'économie. Dans tous les pays, c'est un réflexe normal, j'ai envie de dire. Donc, il prend le surplus de l'économie. Donc, dans des pays qui sont en crise, que peut faire la jeunesse? Et que peut-on faire pour la jeunesse? Sinon, essayer de la rassurer avec plus ou moins de réussite. Maintenant, aujourd'hui, si on parle des États d'Afrique qui ont pris chacun à part, il y en a bien sûr qui s'en sortent mieux que d'autres. Je pense à un pays comme le Rwanda ou comme le Bénin, qui donne énormément d'importance à l'éducation, à la jeunesse et à l'entreprise. D'autres pays par exemple, qui sont rentiers. Et la jeunesse peut être tentée par être rentière aussi. Donc en fait, c'est des modèles. Et chaque pays est finalement, chaque jeunesse est finalement la victime de son système économique et son système politique. Maintenant, aujourd'hui, je préfère me projeter vers l'avant. Et moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte avec cette crise liée le Covid-19 qu'en fait, la jeunesse a un énorme vivier dans tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est informatique. Et pour moi, c'est l'avenir de l'Afrique. Parce que quand ma première année d'études, je me rappelle, j'avais un cours sur l'Afrique, sur la géopolitique de l'Afrique. Et quand la prof, je pense que c'était Karine Benafla, et elle nous avait dit en fait que l'Afrique, c'est le paradoxe entre une terre très riche et une population très pauvre. Aujourd'hui, l'Afrique a un certain nombre d'atouts économiques dans sa terre et dans ce qu'elle produit, qui peut être vendu partout dans le monde, qui peut être exporté partout dans le monde, qui est très demandé partout dans le monde. L'Afrique sous-exploite ces atouts-là. L'Afrique, aujourd'hui, a un potentiel de coopération entre les pays. La jeunesse africaine sous-exploite ces atouts. Aujourd'hui, il y a un énorme vivier dans tout ce qui est coopération interafricaine. Quand j'étais arrivé ici, je me rappelle mon premier jour, quand je suis allé le centre commercial, et j'ai été frappé par une ville, c'est Moroccan Oil, qui est, tu l'auras compris, l'huile d'argan. Quand j'ai cherché Chichouia, je me suis rendu compte qu'il ne l'importait pas mon mari, qu'il l'importait d'Israël. Et je me suis dit, mais il est quand même incroyable qu'on soit dans deux pays africains et qu'un produit qui est hyper demandé ici, qui est vendu très cher, qui est disponible au Maroc, qui ne soit pas vendu ici. Alors pour moi, donc quand je dis ça, peut-être que je donne l'impression de m'éloigner du sujet. Mais au final, l'idée que je veux transmettre, c'est celle de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, en Afrique, tous les Africains ont énormément d'opportunités dans d'autres pays africains. Et il conviendrait de s'y intéresser. Le problème de l'Afrique et de la jeunesse africaine, particulièrement, c'est qu'on est tourné vers le nord. On est tous tournés vers le nord. Chacun à sa manière. واحد كتلقى كيتبع الانجليز, واحد كتلقى كيتبع فرنسا, واحد اسبانيا, واحد américain, de plus en plus Turquia, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs.
mais de plus en plus Tokyo, etc., etc. Et au final, on oublie que chez nous, il y a tout à faire. Et s'il y a chez nous tout à faire, ben faisons-le. Au lieu d'aller chercher à faire des choses que d'autres n'ont plus envie de faire. Et Roma qui joue les mains, qui joue en Afrique. L'Afrique aujourd'hui est construite par des étrangers, qu'on le fait ou pas. De plus en plus, les Marocains, heureusement, et là encore, c'est l'exception marocaine, de plus en plus le Maroc s'intéresse à l'Afrique et investit en Afrique. Mais entre pays africains, c'est encore, Exactement. surtout entre jeunesse. Et ils ne se connaissent pas. Moi, j'ai été surpris quand je suis arrivé. Je suis désolé de monopoliser la parole, Non, Chichouya, non, 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 mais je vais allez-y. bientôt conclure. Alors, quand je suis arrivé, il faut se rendre compte que les gens ne connaissent pas le Maroc. Les jeunes ici, limite, ce qu'ils en connaissent, c'est que c'est les Blancs de l'Afrique. Ils font partie des Blancs en Afrique. C'est incroyable. C'est stéréotypé, mais c'est incroyable. Et c'est la pure vérité. Il faut venir voir. Les gens ne se connaissent pas. Les peuples ne se connaissent pas. Mais pas uniquement en Afrique du Sud. On peut dire que l'Afrique du Sud, c'est à 10 000 kilomètres. Mais dans des pays dans lesquels nous sommes présents, les gens nous connaissent très peu. Et se connaissent entre eux très peu. Et donc, aujourd'hui, on a pour moi la nécessité, donc, de l'espoir, de la confiance. Aujourd'hui, moi, je pense que le troisième élément, c'est c'est la connaissance. Pas la connaissance au sens scientifique, mais c'est la connaissance entre nous, qu'on se connaisse et qu'on se découvre. Pour moi, c'est très important. Alors, ce sont des concepts abstraits, mais il faut commencer par un commencement. Et je pense que la première étape, c'est ça. Voilà. Exactement, tu as complètement raison. Je suis vraiment d'accord à 100% avec toi dans plusieurs de tes réflexions. Euh, Parce que d'une part, je pense que les États africains ou l'État de manière générale pris individuellement, euh, en période de crise, en période de chômage, en période de situation précaire, je dirais économiquement, comme celle que nous vivons actuellement aujourd'hui avec cette maudite crise sanitaire, euh, les pouvoirs publics considèrent la jeunesse beaucoup plus comme, je dirais pas, je ne vais pas aller dire juste comme un fardeau, mais beaucoup plus comme une catégorie qui a besoin d'aide au développement. Une catégorie qui doit impérativement être aidée par des subventions, aidée par des politiques publiques, aidée aussi par, je dirais, des promesses d'emploi, etc., pour créer un peu un faux espoir, je dirais. Mais en réalité, la politique publique jeunesse nécessite non pas de considérer cette catégorie comme une catégorie à part au développement, mais comme faisant partie intégrante du développement. Parce que sans cette catégorie-là de jeunes de 25 à 35, je pense qu'aucun État ne pourra assurer une croissance économique fiable. Et pour mettre en place cette catégorie et la renforcer, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le titre renforcement des jeunes, pour la renforcer, il lui faut impérativement lui donner, et ça c'est la responsabilité des pouvoirs publics, lui donner un socle, lui donner un cadre d'épanouissement à travers l'amélioration de l'éducation, des numéros 4. Si nous sommes tous adhérents aux objectifs de développement durable, l'agenda 2030 des Nations Unies, donc l'ODD 4 insiste sur le renforcement de la qualité de l'éducation, donc ça c'est un point essentiel. Deuxième point essentiel, c'est la paix et la sécurité interne. Dans les pays africains, malheureusement, nous voyons que la situation sécuritaire est précaire. Troisième point essentiel, qui est aussi un élément de renforcement des jeunes, c'est leur donner la possibilité de s'épanouir commercialement et économiquement et éviter la fuite des cerveaux. Et là, par le biais du partenariat, comme tu as parfaitement mentionné. Et justement, dans ce point-là, moi, je parle et je lis immédiatement une question, je dirais un commentaire de M. Diallo qui insiste sur quelle stratégie adopter pour limiter la fuite des cerveaux, améliorer la valorisation des compétences via l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est une question très importante que tu viens d'évoquer. Et je te laisse plus ou moins répondre à cette question pour faire plaisir à notre participant, puis je reviens. Alors, bon, tu as évoqué un certain nombre de points très importants. Alors, par rapport à la bon, à cette question de fuite de cerveau, moi, moi, je pense que on ne peut pas inscrire une pensée si on ne l'inscrit pas j'ai envie de dire une idéologie, même si c'est un terme dépassé.
Pour moi, je suis un fervent opposant de l'assistanat. Pourtant, j'ai milité à gauche pendant longtemps. Je suis un fervent opposant de l'assistanat. Maintenant, qui dit fervent opposant à l'assistanat, je ne veux pas que les gens fassent la confusion. Ah, je veux que l'État se détache et qu'il laisse les gens se débrouiller. Absolument pas. L'État est un cadre. Et l'État doit donner à chacun les outils qui lui permettent d'atteindre ses objectifs et de réussir. Okay, et de réussir à son niveau et dans ce qu'il veut. Donc, comment dire donc, l'assistante, en fait, c'est pas ce dont tu as parlé, mais tu as évoqué le point, dire justement les offres d'emploi, etc. Justement, en Afrique, même au Maroc, la jeunesse, elle a tendance à dire oh, moi, je pense que c'est une idée fausse et faussée, et c'est une idée biaisée. Et biaisée par quoi? Biaisée par une accumulation de plusieurs siècles d'assistanat, de culture d'assistanat. Maintenant, aujourd'hui, je pense que l'État doit donner les outils à chacun pour réussir. C'est-à-dire l'éducation, la santé, c'est très important. Les 2 points, ils sont très importants, ils sont centraux. L'État doit pouvoir donner les 2 points. Après, dire que tu as une branche et tu n'as pas trouvé de débouché, ce n'est certainement pas la faute à l'État. Et on ne peut pas emporter la responsabilité à l'État à partir du moment où tu avais le choix. Et tu as eu toute une scolarité pour choisir et pour te découvrir. Par contre, ce qui est important, comme l'a dit M. Diallo, c'est que l'entrepreneuriat, elle est très importante. Et elle la fait tes cerveaux. Normalement, la fait tes cerveaux, j'ai envie de dire, mais ils ont qui ne s'entraînent qu'à eux-mêmes. Parce que personne n'a obligé personne à quitter son pays. Et jamais, dans aucun pays du monde, les choses ne sont faciles. Alors c'est peut-être plus difficile chez nous qu'ailleurs, mais c'est un choix qu'on peut faire et qu'on doit faire en conscience. Et là, on revient au sens pas du sacrifice, parce qu'on ne se sacrifie pas quand on est payé pour un travail et qu'on a accepté de le faire, mais le sens de la responsabilité envers son État. Et le choix de la difficulté en lieu et place du choix de la facilité. La fuite des cerveaux, c'est le choix de la facilité. Tout le monde qui a fait des études, tout ingénieur peut trouver le travail partout dans le monde. Tout ingénieur, c'est normal, c'est facile. C'est le métier le plus demandé du monde. Mais la difficulté, c'est d'accepter de le faire chez soi. Et pour moi, le combat, justement, le combat militant qui doit accompagner l'entrepreneuriat, ouais, je sais, parce qu'il faut aussi du militantisme, et il faut aussi des idéaux. Il n'y a rien qui nous guide mieux que des idéaux, en fait. Même comment il s'appelle le, euh, même même voilà, l'argent n'est pas une meilleure motivation que les idéaux. Et Exactement. Je reviens à ce que j'ai dit au départ, il faut une part de rêve en nous. Avec le pragmatisme aveugle, froid, moi je suis pragmatique, ici on me donne $1000, là-bas on me donne $1500, je vais suivre les $1500. Et là pour moi c'est non seulement aberrant, mais c'est aussi, c'est pas le bonheur, ce n'est pas la notion moi que j'ai du bonheur de la construction nationale ou panafricaine également. Et donc la jeunesse africaine, oui, on doit lui fournir. Elle est sous-exploitée, elle est sous-payée, elle est surexploitée plutôt quand elle travaille, sinon elle est sous-exploitée, elle est sous-payée, elle est mal payée, elle est maltraitée. 5 points qui sont corrects, qui sont vrais. Mais si chacun choisit la facilité et fuit, qu'est-ce qu'on changera? Est-ce qu'on attend que Godot vienne et dise je vous sauve? Non. Godot ne viendra pas, sinon on le saurait. Mais, donc il faut agir. Et ça demande de l'effort. Mais moi, j'aime à penser qu'on est
une génération de pionniers. Et on a cette chance-là. En Europe, notre génération, le Kaskoul Chiouaj, elle a tout trouvé. Aux US, notre génération a tout trouvé. En Australie, pareil. En Asie, pareil. Nous, on a cette chance d'être une génération de pionniers. Alors, les pionniers, leur première qualité, c'est de rêver. Schuman a rêvé, Washington a rêvé, les premiers colons ont rêvé, tout le monde a rêvé et tout part d'un rêve. Et on travaille pour y réussir, pour l'atteindre. Le deuxième point que je voulais dire, là je voulais réagir par rapport à ce que tu as dit, tu as parlé de Corona en tant que drame. Alors, Corona est un drame, ça c'est clair. Et c'est un drame regrettable. Mais moi, j'aime à penser que c'est aussi une opportunité. Et c'est une opportunité énorme. Parce que les crises accélèrent l'histoire. Et les pandémies particulièrement accélèrent l'histoire. Alors, elles accélèrent l'histoire, mais il y a deux conséquences possibles. Il y a la chute, la fin de l'histoire, il y a le début d'une histoire. Et moi, j'aime à penser que cette fois, comme ça agit sur le Maroc. Et le Maroc aujourd'hui est un exemple extraordinaire. Tout à l'heure, j'ai lu un article sur Jeune Afrique qui parlait du cas du Maroc. Je suis désolé qu'on soit marocain, c'est vraiment pas pour se vanter. Je pense que j'en aurais parlé dans tous les cas. Mais le Maroc a vécu Corona comme un accélérateur extraordinaire de la recherche scientifique, de la production industrielle et de la conscience nationale et de la communauté de destin qui manquait peut-être à certains égards avant. Maintenant, je mettrai quand même un bémol parce qu'il faut aussi le dire. Il est important de le dire. On a aujourd'hui encore 22 000 de nos compatriotes qui sont bloqués à l'étranger. Et j'espère sincèrement, j'ai une pensée pour eux, et une pensée sincère, parce que moi-même, je suis privé comme tu le sais, je viens d'avoir un enfant et ma fille est bloquée au Maroc, alors que moi je suis bloquée ici, et elle a encore 2 mois. Et j'ai vraiment envie qu'on parle d'eux aussi, mais juste rapidement, parce que parmi eux, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui ont un manque à gagner, qui souffrent réellement. Et j'espère sincèrement qu'ils pourront rentrer le plus tôt possible, bien sûr en respectant toutes les dispositions sanitaires pour protéger les Marocains au Maroc et eux-mêmes. Donc ça, c'était juste pour une petite parenthèse. Mais je continue sur mon propos sur le Maroc. Le Maroc a vécu cette période comme un accélérateur, quels que soient les mauvais côtés, bien sûr, rien n'est parfait. Et je pense que la jeunesse africaine aujourd'hui, indépendamment des États, et j'insiste sur indépendamment des États, qu'aujourd'hui les États, on ne peut pas compter sur eux, on aimerait juste compter sur eux pour qu'ils nous sortent avec le moins de dégâts de cette période-là, et je pense qu'ils vont le réussir, et j'espère qu'ils vont le réussir, en tout cas je crois en eux, mais en tout cas les jeunes par rapport à eux-mêmes, je pense qu'aujourd'hui c'est une opportunité unique de se construire eux-mêmes et de construire leur avenir. Il ne faut pas oublier que les plus grandes sociétés aujourd'hui sont nées pendant la crise de 2008. Uber est né dans la crise de 2008. Toutes les sociétés Haïti, enfin pas toutes, mais une grande partie, une bonne dizaine en tout cas, qui aujourd'hui contrôlent le monde et font partie de nos vies, font partie intégrante de nos vies, ont commencé pendant la crise. Ont commencé pendant la crise. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il est important de saisir cette opportunité et de continuer sur cette opportunité qu'offre l'Afrique et qu'offre la crise plutôt. Et les deux en fait. Exactement, vous avez parlé de manière très, très approfondie, à tel point que beaucoup de commentaires ont réagi avec vous. Je commence par Madame Soumia Gragui qui dit, mais c'est l'école qui crée l'assistanat. Il n'y a que voir les méthodes d'enseignement et ce qui est demandé à l'élève. Il y a aussi Madame Tata Chacha, comme la crise à l'état chronique, la jeunesse africaine n'est plus motivée, je dirais. Bon, il a dit en arabe. Donc, c'est vrai qu'en vous écoutant, en essayant d'écouter aussi et de voir les commentaires des participants, je constate réellement qu'il y a cette envie, cette ambition de faire en sorte que la situation change et que les jeunes prennent beaucoup plus de responsabilités. Et je souligne aussi sur la responsabilité, beaucoup plus de responsabilités dans leur
dans la gestion de leur vie, je dirais, personnelle, mais aussi la vie publique de l'entité ou de la société dans laquelle ils se trouvent. Mais avant d'invoquer la question des jeunes et le self-empowerment, etc., j'aimerais revenir sur le point de la responsabilité des entités étatiques sur ces questions. Le dernier point, avant d'aborder le second axe, qui est le renforcement des jeunes par les jeunes, c'est-à-dire les États. Comme nous avons bien discuté depuis maintenant presque 42 minutes, sur le fait que n'existe pas une collaboration, une coopération interétatique au niveau africain, que les mécanismes multilatéraux souffrent bien entendu des maux du multilatéralisme international et que les mécanismes créés à ce niveau pour la jeunesse ne font que embellir un peu les discours des différents responsables étatiques africains. Pour moi, personnellement, la question de la responsabilité des entités étatiques prime parce qu'il faut d'abord mettre en place une base fondamentale, une pièce de socle qui permettra à ces jeunes de s'auto-développer, de s'auto-épanouir. Bien sûr, on ne peut pas attendre de tout de l'État, des pouvoirs publics, mais quand même de mettre en place, je dirais, une vision stratégique qui permettra à ces jeunes d'évoluer, non seulement au niveau marocain, mais au niveau africain. Au Maroc, nous avons déjà commencé à établir cette vision-là à travers le renforcement de l'entrepreneuriat, à travers aussi la démocratie participative au niveau des collectivités territoriales. Aujourd'hui, le Maroc est l'un des pays les plus importants au niveau des institutions décentralisées. Nous avons l'instance régionale des jeunes, nous avons l'instance régionale de la société civile, etc. Donc, eux aussi participent d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement de la jeunesse au Maroc et par elle aussi au niveau africain. Euh, mais le problème qui se pose, c'est le fait que cette responsabilisation de l'État ou la réaction de l'État relève plus particulièrement de ce qu'on appelle l'obligation morale. Il n'y a pas, bien sûr, une entité supranationale qui peut contrôler, sanctionner, responsabiliser tout ça, mais cette obligation morale faite aux États de faire en sorte de créer cette vision politique, publique, gouvernementale pour les jeunes fait encore défaut. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. C'est une question à 1 million de dollars. Moi, j'ai envie de le résumer en le problème que je connais, c'est Tarek Chergui. C'est mon cousin, il a fait ses études en Afrique. C'est un médecin, c'est un jeune médecin qui connaît très bien l'Afrique profonde. Donc, je profite de cela pour le saluer. Aussi, Madame Elgraki, je vais exprimer mon accord avec elle. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'elle a dit. Mais aujourd'hui, on revient au problème de confiance. Aujourd'hui, quand on prend les chiffres et les votes dans les pays africains, les jeunes ne votent pas par catégorie d'âge. Les jeunes sont complètement désintéressés. Aujourd'hui, quand tu parles par exemple des quartiers populaires au Maghreb, je vais dire un quartier qui doit te parler, on est tous les deux moulets de face, donc Ben de Pep par exemple, quand tu parles Ben de Pep, et Ben de Pep c'est un sujet, c'est un parmi tant d'autres. Moi je parle de ce quartier parce que je le connais très bien. Alors Ben de Pep, aujourd'hui les jeunes ne font pas confiance. Ils ne font pas confiance non seulement à la classe politique, mais le plus grave, c'est qu'ils ne font plus confiance à la société civile. Et le pire, c'est ça. C'est quand le lien de confiance entre la jeunesse et la société civile est rompu. Je vais prendre un exemple que je connais très bien, qui est celui des ultras. Alors pour moi, aujourd'hui, les ultras, dans lesquels j'ai grandi, moi-même étant membre d'un groupe ultra, c'est le meilleur, c'est les meilleures institutions, je vais dire. Ce sont de véritables institutions. C'est les meilleures institutions qui encadrent la jeunesse au Maroc aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu pars chez un membre d'un groupe ultra et que tu lui dis pourquoi vous ne vous organisez pas en association, il te dira non. Et donc, aujourd'hui, je pense que pour rétablir la confiance et ce lien, parce que la société civile, moi je crois que on ne peut pas aller vers une démocratie directe. Là, je n'y crois pas du tout. Là, je suis un fervent défenseur de la démocratie représentative.
peut-être avec une dose de participatif, mais la démocratie représentative est pour moi la chose la plus importante qui soit, pour bâtir un État et pour bâtir une société et une communauté de destin surtout. Alors, aujourd'hui, moi je pense que les institutions intermédiaires, elles sont en train d'être substituées par des institutions alternatives. Donc on passe de l'intermédiaire à l'alternative. Et les ultras aujourd'hui, au Maroc et sur la jeunesse, et j'imagine un peu partout, mais c'est un modèle que je connais très bien aujourd'hui, se substitue. Moi, je vais passer en mode témoignage, mais les ultras de masse, donc, des fesses, on encadre les gens, soyez de, des cours d'éducation civique, des écrits d'éducation civique, un certain nombre de choses qui font qu'à un moment, quand tu prends du recul, tu te dis, mais aujourd'hui, je suis en train de me substituer à un parti politique. Mais je ne suis pas censé me substituer à un parti politique. Et je ne suis pas censé me substituer à la chef. Et je pense que la chute, elle a commencé à partir du moment où on a commencé la fermeture des chef. Aujourd'hui, quand tu parles à un garçon, un homme du quartier d'Il Ben qui a, qui a la trentaine, donc qui a الحق يمشي لدار الشباب والحق يتفورم على دار الشباب, etc. Il a une conscience politique nettement plus élevée que celui de mon âge ou là qui a la vingtaine, qui n'a jamais pu aller dans le Shabab. Et donc jamais pu aller au Mokhiyam ou le Kshfiya. Et on se rend compte aujourd'hui que les espaces étaient des espaces extraordinaires d'encadrement et de construction d'une conscience politique. Et quand on parle de conscience politique, ce n'est pas uniquement l'engagement politique partisan classique, c'est aussi le tien, c'est aussi le mien. C'est celui qui se trouve en dehors des partis, dans les associations, dans la société civile, dans les instances et les institutions que tu viens de citer. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, jeunes et jeunes qui prétendons, j'ai envie de dire, qui prétendons être dans la locomotive, je pense que c'est notre rôle aussi, aujourd'hui, mais pour les plus jeunes, de les encadrer. Donc, disons, nous, les jeunes les plus âgés, les plus proches de quitter ce magnifique monde qu'est la jeunesse. Donc, il nous revient aujourd'hui de revenir à ces bases. Parce que c'est à travers ces bases-là qu'on construit la confiance. Et quand je parle de ça, je parle pour le Maroc, mais je parle pour l'Afrique en entier. Aujourd'hui, je vais passer sur l'exemple de l'Afrique du Sud pour pas qu'on donne l'impression qu'on est focalisé sur le Maroc. Aujourd'hui, moi, dans mon expérience africaine, mais dans l'Afrique subsaharienne particulièrement, je trouvais qu'ils avaient une capacité extraordinaire et quelque chose que j'admire profondément en Afrique subsaharienne particulièrement et surtout en Afrique de l'Ouest. Surtout en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je salue tous mes amis d'Afrique de l'Ouest, c'est qu'ils ont une conscience politique extrêmement élevée et une passion politique. La politique est une passion de tous. C'est extraordinaire. C'est juste incroyable. Ils ont une passion de la politique, de la chose politique, qui des fois entraîne des exactions énormes. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire en 2010 et j'espère que les prochaines élections se passeront dans les meilleures conditions. Mais la politique est une véritable passion. Et au Maroc, c'était le cas jusqu'aux années 90. Ce n'est qu'à partir du début des années 2000 que ça s'est réduit. Et ça s'est réduit avec la réduction des espaces d'encadrement de la jeunesse. Donc, moi, pour résumer, parce que j'ai encore une fois monopolisé la parole et je m'en excuse. Non, c'est le but en fait. Donc c'est pour moi aujourd'hui, pour résumer, la confiance dont tu as parlé par rapport aux instances, je pense qu'il est grand temps, il est grand temps pour nous tous de faire une rétrospective sur les, disons, 30 dernières années, pour 20 dernières années même, ça sera suffisant. Et on se rendra compte que finalement, on doit revenir au BABA. Et qu'est-ce que le BABA?
c'est avec le jeune dans un quartier populaire, esselé, exclu, qui est né dans l'exclusion. Pas une exclusion de l'État, mais une exclusion de la société, qui est né dans l'exclusion. Lui, on doit l'intéresser, on doit lui expliquer parce qu'il ne le comprend pas. Du premier coup, parce qu'on ne lui a jamais dit. On doit lui expliquer que lui peut changer les choses. Et le jour où on réussira à convaincre toute cette jeunesse en Afrique, moi je parle de l'Afrique, on ira convaincre toute cette jeunesse que le changement est entre ses mains et que le changement n'est pas uniquement politique. Il peut être entrepreneurial, il peut être dans la société civile, il peut être dans la veille politique. Ce changement-là, que lui puisse conduire ce changement-là, je pense qu'on aura réussi à rétablir cette confiance. Exactement, ouais. Exactement. Merci pour surtout cette dernière phrase parce qu'elle me permet de faire la transition vers le second point de notre débat qui est le self-empowerment des jeunes, c'est-à-dire le renforcement des jeunes par les jeunes et pour les jeunes. En fait, oublions un peu le cadre étatique, oublions un peu la politique, oublions un peu tout ça et restons focalisés sur le jeune en tant qu'individu, le jeune. Comment ce jeune qui a un espoir d'une meilleure vie, d'un meilleur avenir, de participer au pouvoir public, d'essayer de prendre des postes de responsabilité, de se conformer à la réalité actuelle. Comment, et tu l'as bien cité, comment le convaincre de faire ce choix de participer politiquement ou institutionnellement dans les différentes décisions de pouvoir public dans son État au niveau africain. Alors, personnellement, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs missions en Afrique. La dernière, c'était au Rwanda. Et là, j'ai pu faire la connaissance d'une très chère amie à moi, Madame Aya Chebi, qui est l'envoyée spéciale de l'Union africaine pour les jeunes. Alors, lors d'une petite discussion, et je cite ça en anecdote avec elle, elle m'a parlé d'un certain nombre de projets qu'elle est en train de mener pour la jeunesse. Des projets d'éducation et de développement civique, de la recherche d'emploi et d'entrepreneuriat, de la gouvernance de la paix et de la sécurité, l'agenda 2063, la place des jeunes dans l'agenda 2063 de développement de l'Afrique, etc. Et elle a fait une remarque très intéressante. Elle qui a beaucoup travaillé sur ce point, c'est que elle n'arrive pas toujours encore à motiver la jeunesse africaine à participer à ces actions. Et c'est ça le problème en fait. On peut beau dire que l'État ne réussit pas à faire, on peut dire que l'État a réussi à faire, on peut dire que l'État dispose des mécanismes de réalisation, ne dispose pas de mécanismes de réalisation. Toujours est-il que l'acteur principal concerné, qui est le jeune, ne participe pas. Peut-être, moi je parle au niveau africain, parce qu'au niveau marocain, maintenant, nous avons commencé à prendre conscience de la nécessité de cette participation. Mais au niveau africain, il y a un manque énorme de collaboration entre les États d'Afrique, les sociétés civiles africaines, je dirais. L'Afrique du Nord est complètement coupée de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique sahélienne. Il n'y a pas cette entente, je dirais, et cette connexion entre les mêmes aspirations et les mêmes objectifs. Chaque jeune ou chaque coalition de jeunes ou collectivité de jeunes se considère comme étant supérieure par rapport aux autres. Donc déjà, ce paradigme politique et intérêt, je dirais, et géopolitique entre États se concrétise également dans la relation entre les jeunes africains. On peut dire que la jeunesse africaine est largement évoluée, est largement développée, elle dispose des capacités d'enseignement. Maintenant, on ne peut plus parler du système d'éducation défaillant ou pas, parce que maintenant nous disposons de l'Internet et cette Covid-19 a démontré que on peut faire des études partout, n'importe comment et seule la volonté qui est nécessaire. Donc, au-delà de cette question-là, pourquoi la jeunesse africaine n'est pas aussi cohérente dans ses aspirations? C'est ça la question. Moi, je ne pense pas que je puisse trouver une réponse définitive à cette question, mais on peut y réfléchir. Il y a des pistes à creuser. Alors, tu vas parler de l'expérience de l'IHP. Moi, j'ai envie de dire que le premier problème, bon, on va revenir à ce dont j'ai parlé, l'espoir. Et quand il y a des espoirs, il n'y a plus rien. Et pour beaucoup de jeunes en Afrique, pour que quelqu'un aille se jeter à la mer, c'est qu'il y a des espoirs. Donc déjà, il faut traiter cette question-là. Après, il y a la question de l'identification. Il y a la question d'identification. Les jeunes en Afrique, comme j'ai dit, on a une conscience politique qui est relativement élevée.
on a aussi un ego. Nous adorons nos égos. Et moi, j'ai envie de citer une phrase qu'on dit tous, toute sincérité. C'est « Shkoun huwa bash yqoul li ». Pour qui se prend-il pour venir me dire ce que j'ai à faire? Et ça, c'est un grand problème que nous avons et auquel nous devons faire face. Mais avant d'arriver à ce problème-là, j'aimerais aussi parler donc de la question de la rente issue de la société civile. Ça, aujourd'hui, c'est un grand problème. C'est un grand problème partout en Afrique. Moi, je vais citer l'exemple d'une association dont je ne citerai pas le nom, qui est une association qui ne concerne pas les jeunes, mais qui fait partie de la société civile. Et son président n'est pas un jeune, et c'est même un compatriote. Ici en Afrique du Sud, c'est pas son président, mais c'est... Bref, il avait entendu parler de quelqu'un, d'un Marocain qui a travaillé au Parlement panafricain. Il m'a contacté, il m'a invité à dîner, on est parti dîner. Et en fait, tout ce qui l'intéressait, c'était les subsides que pouvait donner le pape éventuellement à son association. Et sincèrement, moi, j'ai trouvé que cet exemple-là, il y en a tant d'autres, mais cet exemple-là, il est assez révélateur de ce manque d'engagement. En fait, quand on dit à un jeune en Afrique de s'engager dans la société civile ou dans n'importe où, en politique ou dans la société civile, première chose qui revient, c'est واش انا غنعطيه انجاجا معاه باش يدي على ظهري باش يطلع على ظهري. Donc on revient encore une fois au problème de la confiance. عندنا واحد triangle, on ne peut pas en sortir. L'espoir, la confiance et le troisième c'est tout. Je suis sûr, voilà, je suis sûr de l'avoir cité. Donc les trois, on ne peut pas en sortir. Donc, pourquoi la jeunesse ne s'engage pas? La jeunesse doit s'engager. Et si j'ai un message à donner aux gens, c'est engagez-vous. N'importe comment, n'importe où, engagez-vous. Trouvez-vous une cause. Ça peut être le chocolat, le cacao. C'est une cause, mais c'est une cause africaine importante. Ça peut être le digital, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais engagez-vous. Et cet engagement-là, j'imagine qu'il y aura un moment humain invisible, pour paraphraser Smith, qui va mettre tout ça en musique. En même temps, si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, faites vous-même, prenez l'initiative. Et à force, on finira par trouver un terrain d'entente pour tout le monde. Ça, c'est une part. D'autre part, moi, si j'ai un autre message à donner à la jeunesse, surtout ceux qui sont tentés par cette rente, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement, il ne faut pas se cacher. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la rente associative, même dans notre pays, partout. Ça ne sert pas à ça les associations. Et quand bien même vous serez intéressé par la rente, quand vous prenez cette rente, au moins faites-en quelque chose. Faites-en quelque chose. Il est très important aujourd'hui que la jeunesse qui s'engage dans la société civile s'ouvre. J'ai donné un autre exemple qui me vient à l'esprit à l'instant et qui prouve cette fermeture de la société civile, y compris au Maroc. Par exemple, moi-même j'étais dans la société civile marocaine et je pense y être encore, j'espère, en tout cas, mais ce que je retrouvais dans la conférence X, qui était une conférence de gauche avec un intervenant de gauche, je les retrouve demain dans la conférence Y. Et je les retrouve après-demain, je pense que tu souffres du même mot, on retrouve les mêmes têtes partout, les mêmes têtes. Et donc, la société civile n'est pas ouverte. Et il faut que les gens qui dirigent la société civile aillent vers les autres. C'est difficile, c'est un chemin de croix. Mais il faudra bien que quelqu'un le fasse. Et ça rentre aussi dans le cadre de la confiance. Il faut qu'on rétablisse le lien de confiance. Et moi, je suis convaincu qu'à partir du moment où on rétablira, et c'est une responsabilité commune, hein, mais je ne m'exclus pas de ça, le jour où on rétablira ce lien de confiance, je pense qu'on pourra répondre à toutes ces questions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baguette magique. On ne va pas dire, ah, ça fait quand on va mettre la cohérence. Ça, c'est d'un point de vue. La seconde question
dire la mise en cohérence entre sociétés civiles en Afrique de différents pays qui finalement concrétisent les tensions qui existent entre les pays. Ça, malheureusement, ça revient à un point important. Heureusement, au Maroc, heureusement, on a pu créer une société civile indépendante. Elle existe, elle a des positions extrêmes, mais elle existe. Elle a le droit d'exister, de s'exprimer et même d'avoir des subsides. Dans d'autres pays, malheureusement, cette société civile-là est tue. On l'a fait taire. Et la société civile qu'on présente, parce qu'aujourd'hui, pour avoir les subsides dans un certain pays de chez un certain nombre de pays démocratiques, il faut montrer patte blanche. Donc, on crée de toutes pièces quelque chose qui fasse plaisir. Alors, je vais évoquer un exemple très simple, qui peut être drôle. Je ne sais pas si tu as regardé le film. C'est pas un film d'auteur, c'est un film de caniveau. Le Botswana. Je ne sais pas si tu as regardé. C'est un film drôle, c'est une comédie française, tout ce qu'il y a de plus rarement. Mais en fait, c'est l'histoire d'un joueur de foot, un génie du foot en France, issu de l'immigration d'un pays fictif qu'ils ont appelé le Botswana, et qui revenait dans son pays natal, qui est bien sûr une dictature, tout ce qu'il y a de stéréotypé. Et donc, pour le convaincre de jouer pour l'équipe nationale du Botswana, le chef de cet État fictif va construire un village fictif. Pourquoi? Parce que Hadak Chartali, sa mère est morte, et donc de jeter les cendres de sa maman dans son village fictif. Et donc, il lui a construit un village dans son village natal, mais que lui avait rasé. Donc, il a créé un village de toutes pièces pour qu'il puisse jeter les cendres, et il lui a présenté comme étant le village de sa mère. Et c'est exactement le problème aujourd'hui qu'on a dans un certain nombre de sociétés par rapport à la question de la société civile. On nous montre une société civile qu'on nous présente, qui finalement n'est que la représentante du gouvernement en place avec le régime. Parce que je ne parle même pas de gouvernement, mais de régime, dans certains cas. Donc voilà. Donc pour moi, c'est les pistes de réponse qu'il y a pour cette question. Exactement. Non, l'idée, c'est beaucoup plus. Il y a aussi l'élément psychologique qu'il ne faut pas oublier parce que lorsque les gouvernements africains considèrent leur jeunesse comme étant une bombe à retardement, ça crée aussi un effet psychologique sur ces jeunes. Et ces derniers se considèrent beaucoup plus un handicap pour l'État qu'une véritable pièce motrice et la croissance du développement. Et cela empêche également ces jeunes-là de se développer et de libérer leur potentiel dans ce sens-là. Donc, il faut impérativement faire en sorte de corriger et l'éducation, et la participation, et l'aspect psychologique de... Oui, juste pour compléter ce que Mehdi, parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'avais été très, très pessimiste dans ma dernière intervention. Non, ce que j'aimerais juste pour nuancer un peu mes propos, j'aimerais juste revenir à le concept que moi j'adore, que je mets dans tous mes écrits, dans tous les discours que je fais, dans tous les papiers que je rends. C'est l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Il est hyper important que notre jeunesse comprenne que notre salut viendra par nous-mêmes. Voilà, un ingénieur en France, il habite dans un studio. Quand tu montes dans un embarcadère et que tu pars en France ou là, en Europe, c'est pas une vie meilleure que tu vas trouver. Tu ne seras pas chez lycée, tu ne vas pas habiter dans un palais. Parce que quelqu'un qui a fait toutes ses études là-bas, qui a un CDI, qui a un cadre supérieur, il ne faut pas oublier ça. Alors, peut-être le gaz maintenant. Entre le crédit de la voiture, le loyer du studio et les voyages pour rentrer chez lui, voir ses parents, et il n'épargne pas grand-chose. Et il est important que la jeunesse africaine soit consciente de cette vérité-là. Parce que malheureusement, elle n'en est pas consciente. Parce que le jour où elle comprendra qu'un bac plus 5 qui a étudié là-bas, qui a tout fait là-bas, vit dans un studio, elle comprendra que quelqu'un qui va à l'aveugle, ce n'est pas l'avenir qu'il pense trouver là-bas qu'il ira trouver. Elle dit c'est le premier point. Le deuxième point qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de renforcement des jeunes par les jeunes, moi je préfère parler de renforcement des jeunes par les jeunes. Moi je pense qu'il est très important de faire ça.
Et je pense, et je te propose, Mehdi, je ne sais pas ce qu'on peut en sortir, et peut-être les gens qui nous écoutent, d'aller vers une initiative qui puisse qui puisse ne serait-ce qu'identifier là où chacun a une valeur ajoutée et comment Mhm. chacun peut donner cette valeur ajoutée. Il y a Exact. l'entrepreneuriat qui est très important. Moi, dernièrement, j'étais en train de créer une entreprise et sans la précieuse aide de plusieurs amis, je n'aurais rien su faire. Mhm. Et donc, je n'ai ni la formation ni la capacité de la faire. Mais à partir du moment où quelqu'un te met le pied à l'étrier, on peut aller de l'avant. Et moi, je pense que pourquoi pas former les jeunes par les jeunes, aider les jeunes par les jeunes, et autonomiser les jeunes par les jeunes. Ça, c'est très important, l'autonomisation. C'est un concept sur lequel il faut insister. Moi, je pense que pourquoi pas. Toi, tu as un réseau qui est quand même assez grand, assez vaste. Pourquoi pas ne pas aller vers ça? Et justement, pour rétablir la confiance, dans quelque chose qui soit ouverte, surtout. Exactement. Et qui Justement, s'ouvre. je travaille sur ce projet-là au niveau marocain et aussi au niveau africain sur la question de leadership. En fait, j'essaie de faire en sorte que la jeune, de faire un profilage des jeunes marocains et africains et de faire sortir des leaders qui peuvent eux-mêmes développer le concept et l'améliorer et attirer d'autres jeunesses vers le même concept. Donc, c'est un projet au Maroc et qui s'étale sur l'Afrique. Donc, ça aussi, c'est très important, c'est l'engagement leadership. Essayer de donner, comme j'ai dit, l'aspect psychologique rend aussi les choses assez faciles. Il faut impérativement faire en sorte de changer la perception chez la jeunesse de la capacité à créer du développement, créer de la richesse et évoluer. Il ne faut pas attendre, il faut aller vers l'opportunité. Il ne faut pas attendre l'opportunité, il faut prendre l'initiative pour créer cette opportunité, pour faire en sorte que le jeune participe ou soit considéré comme acteur du développement et libère son potentiel. Sidris, je pense qu'on a un peu dépassé, je suis le temps, mais c'était très intéressant. Avec votre voix malade, j'imagine bien que si c'était à 100%, vous auriez peut-être me faire On un ne me discours fait, des élections on ne me politiques. fait, on ne me fait rarement taire. Il est difficile de me faire taire. Je te rassure. Je te rassure. Merci Non, beaucoup. juste une dernière question par rapport à votre, Mm. parce que j'ai beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de déco sur votre, lorsque j'ai fait la publicité de ce débat. Et bon, les gens connaissent Mehdi, connaissent tout le monde, mais ils veulent savoir exactement cette icône marocaine qui est M. Driss Alaoui Belghiti, qui participe à un instrument international panafricain très important. Peut-être que vous êtes le seul Marocain d'ailleurs. Donc, comment vous avez pu réussir à atteindre ce... Déjà le fait d'inviter des icônes pareilles et de prendre la parole donne déjà de l'espoir à la jeunesse marocaine et africaine de s'épanouir. Donc, comment vous avez fait? Je suis désolée de rire. Je suis loin d'être unique comme ça. En fait, comment j'ai fait? Bon, ça a été quand j'ai commencé à travailler au Parlement, un peu comme à travers Mehdi Ben Saïd, dont j'étais le conseiller, qui est aussi mon mentor et que je salue. J'espère qu'il me regarde, que je salue, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire, exceptionnel. Donc j'ai eu la chance de le connaître et de travailler avec lui. Et ensuite, en fait, moi j'ai été tout de suite mis dans le bain africain au sein du Parlement par Mehdi Ben Saïd. Puis quand il a quitté le Parlement, par la direction du Parlement. J'étais chargé, entre guillemets, de l'Afrique au sein des relations extérieures. On était en sous-effectif et ça a été ma chance, ça m'a permis de m'épanouir. Ce qui est africain. Et je me suis véritablement retrouvé en Afrique et dans tout ce qui est africain. Ensuite, bon, il y avait. Enfin, j'accompagnais la délégation marocaine qui venait au Parlement panafricain. À l'époque, on était observateur. C'était avant qu'on le ratifie. Et donc, on était observateur et j'accompagnais la délégation. Et de fil en aiguille, le président du Parlement, qui est un Camerounais, M. Roger Nkododo, qui est aussi une école de panafricanisme, m'a proposé de le rejoindre dans son équipe. J'ai eu la chance de tomber sur une équipe très active, très proactive. Et donc, me voilà, mais j'ai envie de dire que c'est une succession de hasards, mais je ne pense pas que ce soit que du hasard.
mais c'est aussi beaucoup de détermination, et j'en parlais, beaucoup de détermination et l'espoir, et l'attachement à l'espoir. Et pour moi, d'ailleurs, c'est une anecdote, mais quand je suis arrivé la première fois, c'était en mai 2017, donc je suis venu avec le Parlement marocain, j'accompagnais la délégation marocaine, et j'ai tellement adoré que j'ai appelé ma femme et que je lui ai dit, je rêverais de travailler ici. Et un an après, exactement, j'y étais en tant que conseiller diplomatique du président. Donc, je le dis parce que c'est un message d'espoir que je veux aussi transmettre. Il faut croire en ses rêves. Moi, mon père n'est personne. Enfin, il est énorme pour moi, mais il n'est pas, il n'est pas politicien, ce n'est pas un homme de pouvoir. Ma mère non plus, ma famille pas du tout. J'ai été attiré par ça, j'ai su croire en mon rêve, tout comme tu l'as fait. On vient tous les deux d'une ville de province sur laquelle il y a énormément de légendes, mais qui en réalité est marginalisée et délaissée, et où il y a beaucoup moins d'espoir que ce que les gens s'imaginent. On a des, on vient donc de cette ville de province et on a eu le mérite de croire en nos rêves et on les a réalisés. Et moi, j'invite tout le monde à faire ça. Exactement. Et donc, j'invite tout le monde à croire en ça. Et bon, j'ai dit, mon père n'est personne, mais non, je répète, que mon père est tout pour moi, et tout comme ma mère. Donc, sans eux, je ne serais arrivé à rien, mais quand je dis c'est des personnes de, ce n'est pas un piston. Ouais, Voilà. ouais, on a compris, exactement. Mon père n'est On pas a un piston. compris. Voilà. Voilà, là, nous Et sommes dans la même situation en fait. Mais voilà, c'était un bon message d'espoir et on vous souhaite un très très bon courage dans merci de bonne beaucoup. continuité dans vos missions. Je te remercie aussi, cher ami, d'avoir accepté cette invitation, bien que Merci. je souhaite un très beau rétablissement, bien sûr. Merci. Et j'espère vous rencontrer à nouveau très bientôt ici au Maroc ou en Marhaba. Afrique du Sud ou ailleurs pour discuter Marhaba. face to face d'un certain Inch'Allah. nombre de questions. Je te remercie, cher Driss. Mesdames et messieurs les participants, c'était le second débat du vendredi jeunesse avec M. Driss Belrissi Alaoui, conseiller du président du Parlement panafricain. J'aimerais vous remercier pour votre participation, pour votre interaction qui était très intéressante également. Et je vous donne rendez-vous aussi mardi prochain pour un nouveau mardi géopolitique. Mais avant de terminer ce débat ou ce live, j'aimerais bien citer un des hommes africains les plus importants peut-être de l'histoire de l'Afrique, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui a lancé un message d'espoir envers la jeunesse africaine en disant personne ne naît bon citoyen, aucune nation ne naît démocratie, mais pour tous deux, il s'agit plutôt de processus en constante évolution. Les jeunes doivent être inclus dès leur naissance. Une société qui se coupe de sa jeunesse se coupe de sa source de vie et se condamne à mort. Sur ce, Monsieur Blressi, merci beaucoup. Mesdames et Merci messieurs, à beaucoup. très bientôt. Au revoir.